Otaro semblait être un lycéen moyen qui vient d'entrer au lycée, mais de son point de vue, le monde entier est gris. C'est un nihiliste et il croit en sa devise que si quelque chose n'est pas nécessaire à faire, il ne le fera pas, et si quelque chose est nécessaire à faire, il le fera aussi rapidement et efficacement que possible. Il vit dans le Japon moderne avec sa famille et est un solitaire complet qui déteste avoir une vie. Ça te ressemble beaucoup, n'est-ce pas? Aujourd'hui est le premier jour d'école et il a décidé qu'il passera toutes ces années seul en dépensant le moins d'énergie possible sans se lancer dans des entreprises inutiles qui, au final, ne donnent aucun résultat. Il entre sur le campus et est immédiatement rebuté par tous les étudiants pleins d'énergie qui accueillent les nouveaux venus et essaient de les convaincre de rejoindre leur club. Il passe directement à travers eux, met ses chaussures dans le casier et se rend à sa classe, où il retrouve Satoshi. C'est son meilleur et seul ami qu'il connaît depuis presque toute sa vie, étant familier avec ses bizarreries et sa philosophie de faire le moins d'efforts possible pour accomplir quoi que ce soit. Il l'encourage pour la nouvelle journée d'école, car elle apporte des possibilités infinies, mais Hotaru refuse de montrer le moindre enthousiasme. Il lui demande pourquoi il est encore à l'école de toute façon, étant donné qu'il est le genre de gars qui rentre immédiatement chez lui dès que l'école est finie. Mais Hotaru lui tend une lettre avec un soupir. Satoshi ouvre la lettre, qui est de la sœur de Hotaru, qui est en Inde pour le moment. Elle lui a écrit une lettre qui est arrivée hier, le suppliant de rejoindre le club de littérature classique, car personne ne le fait habituellement. Selon elle, chaque année, le nombre d'élèves souhaitant rejoindre le club diminue et elle craint qu'il ne soit fermé bientôt. Elle prétend avoir un lien spécial avec le club de littérature et lui dit de le rejoindre pour éviter qu'il ne disparaisse. Hotaru a beaucoup d'affection pour sa sœur et finit par accepter ses demandes. Takeshi lui assure qu'il ne rencontrera aucune difficulté car il n'y a pas d'autres membres dans le club de littérature, donc s'il rejoint, il aura toute la salle de classe pour lui. Cela rend en fait Hotaru un peu heureux, car au moins il n'aura pas à dépenser son énergie pour parler à quelqu'un d'autre, et il dit au revoir à Satoshi avant d'aller à la salle des professeurs pour obtenir la clé. Il arrive dans la salle de classe attribuée au club de littérature et est reconnaissant du fait qu'elle soit située dans un endroit très éloigné à l'intérieur de l'école. Il met la clé dans la serrure et l'ouvre. Une fois qu'il entre dans la pièce, il est surpris de voir une fille aux cheveux noirs et courts, regardant par la fenêtre. Elle se retourne et s'approche de Hotaru, se présentant comme héros. Elle affirme qu'elle connaît déjà Hotaru car ils étaient ensemble à l'orientation, ce qui choque Hotaru car il y avait beaucoup d'enfants là-bas et il n'avait même pas remarqué qu'Hiro était là. Elle lui dit qu'elle a rejoint le club pour des raisons personnelles et demande si Hotaru a aussi rejoint le club. Cependant, il refuse rapidement, disant qu'il ne l'a pas fait, car maintenant que le club a un membre, il continuera d'exister et il n'aura pas à rejoindre de club. Il se retourne et commence à marcher avant de lui dire de verrouiller les portes en partant. Cependant, elle lui dit qu'elle ne peut pas fermer la porte à clé. Il lui demande pourquoi elle ne peut pas, ce à quoi elle répond qu'elle n'a pas les clés. Hotaru la regarde, confus, et sort les clés de sa poche, les lui tendant. Il lui demande comment elle a pu s'enfermer si elle n'avait pas les clés. Elle le regarde, confuse, et demande si la porte était verrouillée. Hotaru réalise qu'elle n'avait aucune idée qu'elle était enfermée, ce qui rend la fille curieuse, car elle veut résoudre le mystère de comment la porte peut être verrouillée alors qu'elle n'a pas les clés. Satoshi entre également dans la classe alors qu'il vient vérifier Hotaru et s'implique avec enthousiasme dans le mystère. Hotaru essaie de partir à nouveau, mais la fille lui attrape les mains et lui demande de l'aider à résoudre ce mystère. Ce moment a captivé Hotaru, qui n'a jamais ressenti quelque chose de semblable auparavant. Il finit par accepter et lui demande si elle a remarqué quelque chose d'anormal. Elle répond que peu de temps avant son arrivée, elle a entendu un bruit de cliquetis et quand ils ont tous tendu l'oreille, ils ont même entendu des bruits de cliquetis. Ils sortent et aperçoivent le concierge qui ferme toutes les salles inoccupées parce qu'il a le passe-partout. Ils réalisent tout ce que le concierge a dû penser que la salle était vide à cause de son emplacement éloigné et l'a fermée sans qu'Eru ne remarque qu'elle avait été enfermée de l'intérieur. Eru était satisfaite d'avoir pu connaître la vérité et ils se dirigèrent tous vers leur casier. Elle demande à Satoshi s'il aimerait se joindre à eux et même s'il a plusieurs clubs, il accepte de se joindre. Hotaru essaie de leur dire qu'il ne se joint pas, mais Eru lui prend à nouveau les mains et lui demande de se joindre. Hotaru fond à nouveau à son contact et finit par lui donner sa carte d'inscription, faisant d'elle un membre officiel du club de littérature. Le lendemain, Hotaru vient à l'école et après la fin de la journée, il est obligé de rester pour écrire un essai qu'ils ont eu en devoir. Satoshi se moque de lui pour ne pas avoir terminé ses devoirs à temps, mais il répond qu'il a simplement oublié d'apporter les devoirs à l'école. Satoshi en rit et commence à lui parler d'un nouveau mystère à l'intérieur de l'école. Selon lui, le matin, une fille montait depuis le terrain alors qu'il pleuvait dehors. Elle entendit la belle mélodie de la musique classique jouer dans la salle de musique, mais elle était complètement sombre. Elle est intriguée et ouvre la porte, mais est horrifiée de voir que le piano est vide et que la salle semble vide. La mélodie continue de jouer cependant, et son cœur commence à battre plus vite alors que le morceau approche de sa fin. Dès que le morceau se termine, elle ressent un frisson lui parcourir l'échine et un bruit de grattement.
Soudain, du sol, une silhouette apparaît, dont les cheveux sont tout ébouriffés et les yeux injectés de sang. Elle chancelle pour se lever et commence à marcher vers la fille qui, entre-temps, ferme la porte et s'enfuit aussi vite que possible. Il termine l'histoire et regarde Hotaru avec excitation, mais son regard rencontre le même visage peu enthousiaste alors qu'il recommence à écrire sur le morceau de papier. Soudain, cependant, il demande à Satoshi si cette nouvelle a circulé dans l'école. Et quand il dit que c'est assez important, il a immédiatement l'impression qu'Eru viendra bientôt le voir et lui demandera de l'aider à résoudre le mystère. Il sort immédiatement un morceau de papier et commence à griffonner quelque chose avant de dire à Satoshi de lui raconter une histoire inventée sur le mystère du club secret. Eru arrive parfaitement à l'heure, entre dans la pièce et se dirige directement vers leur bureau, demandant s'ils ont entendu parler du mystère de la salle de musique. Hotaru cependant l'interrompt rapidement et lui dit que Satoshi lui parlait d'un mystère très célèbre à l'école. Elle est immédiatement captivée et Satoshi invente une histoire sur un club secret connu sous le nom de Club de l'Araignée. C'est un club fantôme dans lequel personne ne sait qui est membre ni comment ils sont sélectionnés. On dit qu'ils mettent toujours leur avis sur le tableau d'affichage, mais seules quelques personnes choisies parviennent à le trouver chaque année. Cela l'a immédiatement intriguée et elle a demandé s'il l'aiderait à le trouver. Hotaru termine son essai à ce moment précis et lui dit que oui, il le fera. Ils vont tous au tableau d'affichage de leur étage et le fouillent, mais ne trouvent rien de substantiel. Finalement, Hotaru suggère qu'il devrait peut-être descendre au tableau d'affichage principal, ce que tous conviennent être une bonne idée. Ils se dirigent vers le rez-de-chaussée et sont impressionnés de voir le tableau d'affichage rempli de tant d'affiches de tous les nombreux clubs de l'école. Le tableau d'affichage ressemble à une zone de guerre, car tous les clubs veulent afficher leur club sur le tableau principal pour attirer plus de regards. Ils commencent à regarder de près le tableau et examinent presque chaque affiche, mais commencent à perdre espoir quand soudain Hotaru attire leur attention et leur informe qu'il l'a trouvé sous l'une des affiches. Il lui montre le petit avis pour le Speeder Club, mais elle ne semble pas très impressionnée par cela. Elle lui dit qu'elle a l'impression que ce mystère n'en était pas un au départ, car il y a de nombreuses failles. Il réalise cependant qu'il se fait tard et décide de se séparer. Satoshi et Hotaru commencent à rentrer ensemble. Quand Satoshi lui demande pourquoi il a inventé le mensonge et créé l'affiche pour le Spider Club, puis il la met sous l'autre avis pendant que personne ne regarde. Il le regarde et lui dit qu'il ne voulait tout simplement pas aller dans la salle de musique, car elle était de l'autre côté du couloir et pas sur son chemin pour sortir de l'école. Satoshi le regarde avec admiration et commence à rire avant de demander s'il a une idée sur le mystère de la salle de musique. Hotaru le regarde et dit que la salle de musique est presque toujours occupée par des étudiants vraiment passionnés qui ont consacré toute leur vie à la musique. La pianiste en particulier a l'habitude de dormir dans la salle car elle ne veut pas perdre de temps, alors elle ferme les fenêtres de la salle et dort en écoutant un CD de musique classique sur le magnétophone qui sert d'alarme car quand la musique est terminée, elle s'en rend compte et se réveille. C'est pourquoi, lorsque l'étudiante a ouvert la salle, elle n'a vu personne au piano, mais a entendu la musique jouer. Et dès que la musique s'est arrêtée, elle s'est réveillée groggy, avec les yeux injectés de sang à cause du peu de repos, ce qui a terrifié l'étudiante qui s'est enfuie. Satoshi le regarde avec admiration et lui dit que ses méthodes d'économie d'énergie seront mises à l'épreuve à cause d'Eru, car elle semble être la seule à pouvoir le forcer à travailler. Ils se séparent ensuite pour rentrer chez eux et se reposer bien mérité. Un mois s'est écoulé depuis le dernier incident et Hotaru semble s'être habitué à cette nouvelle routine. La plupart du temps, cela ne le dérange pas du tout, car il n'a qu'à y aller après les cours pendant un moment et s'asseoir pour lire un livre, ce qui ne le dérange pas vraiment de toute façon. Il préfère quand Eru ne lui parle pas et lit simplement son livre, mais elle a développé une habitude mignonne où elle lui offre quelques-unes de ses friandises maison chaque fois qu'il s'assoit pour lire. Un beau jour, en lisant le livre, après les heures de cours et en savourant son thé, Eru se lève soudainement disant que ce n'est pas ainsi qu'un club est censé être. Hotaru la regarde et lui dit de s'asseoir et de ne pas gaspiller d'énergie sur des choses inutiles. Elle, cependant, se plaint de la monotonie de leur club et du fait qu'ils ne font jamais rien d'amusant. Hotaru la regarde et lui dit que leur club est censé être un club de littérature et non un club de sport où ils doivent faire des activités. Elle, cependant, est déterminée et lui dit qu'ils devraient commencer à se préparer pour le prochain festival de l'école. Hotaru lui dit qu'il n'a aucun intérêt à faire quoi que ce soit pour le festival de l'école, mais Eru lui dit qu'elle ne veut rien entendre à propos de ne rien faire pour le festival. Il la regarde, épuisée, et lui dit qu'ils ouvriront aussi des stands idiots comme n'importe quel autre club, mais elle refuse. Elle lui dit que le club de littérature a une histoire très riche et que chaque année, les membres du club ont créé une anthologie pour le festival et qu'ils devraient le faire de même.
Otaro refuse catégoriquement d'avoir quoi que ce soit à faire avec ça et lui dit qu'il ne veut pas dépenser autant d'énergie pour quoi que ce soit et préfère faire quelque chose de peu exigeant. Elle continue de le harceler au point de lui demander si Otaro pense que créer une anthologie serait moins de travail que de gérer son harcèlement quotidien à propos de la création d'une anthologie. Alors il accepte sa demande. Il lui demande si elle a une idée de comment cette chose doit être créée, ce à quoi elle répond qu'elle n'en a pas. Il lui demande comment elle va faire cela si elle n'a aucune idée de comment l'anthologie doit être écrite, mais elle répond qu'ils vont simplement trouver les copies de l'année précédente et ensuite apprendre à l'écrire. Otaro est de nouveau frustré à cause du travail qu'elle lui fait faire, mais il ne peut rien dire à cause de son apparente dévotion. Alors, ils commencent tous les deux à chercher dans toute la pièce les copies des anthologies de l'année précédente. Ils ne parviennent pas à trouver les anthologies dans la pièce, alors Otaro s'assoit à son bureau, mais elle lui dit qu'ils n'ont pas encore fini et l'entraîne à la bibliothèque car elle croit que la bibliothèque aura sûrement les copies. Dans la bibliothèque, il voit une fille aux cheveux courts assise derrière le comptoir, nommée Ebara, qui semble connaître Otaro et fait une grimace quand il entre. Elle lui dit que s'il a de mauvaises intentions, il n'est pas le bienvenu ici, mais il réplique avec une plaisanterie, ce qui l'énerve. À ce moment précis, cependant, Satoshi apparaît dans la bibliothèque et le tempérament d'Ebara change immédiatement. Eru semble confuse face à ce changement soudain, mais Otaro dit qu'Ebara aimait Satoshi pendant leurs années de collège quand ils étudiaient ensemble. Satoshi est un gars avec un charme irrésistible et peut faire fondre n'importe qui rien qu'en leur parlant avec sa voix charmante. Il demande à Otaro ce qu'il fait et il répond que c'est plutôt une prise d'otage car cet idiote d'Eru l'a forcé à quitter son siège où il était confortablement installé pour ne pas avoir à bouger. Satoshi rit à cela et passe à présenter Eru et Ebara l'un à l'autre et Eru va droit au but en lui demandant si elle a vu l'anthologie de l'année précédente du club de littérature. Ebara regarde Otaro et sourit en coin, demandant comment un perdant comme lui a pu rejoindre un club, mais comme un vrai Sigma, il lui dit de la fermer. Elle se tourne vers Eru et répond qu'elle n'a aucune idée des anthologies car elle ne les a pas vues à la bibliothèque, mais elle pense qu'elles pourraient être dans la réserve. Eru lui demande s'ils peuvent voir la réserve, mais elle lui dit que seul le bibliothécaire peut leur permettre de la regarder. Otaro en a assez de ces filles qui parlent entre elles et, comme un vrai alpha, il commence simplement à sortir par la porte. Il est cependant arrêté par Eru qui s'est juré de rendre la vie de cet homme misérable. Elle lui dit qu'ils vont attendre le bibliothécaire et pendant qu'ils se disputaient à ce sujet, Satoshi intervient en demandant à Ebara de raconter le mystère dont elle parlait plus tôt. Otaro pense qu'il n'en verra jamais la fin si Ebara raconte un mystère, ce qui rend Eru curieuse. Mais Ibare commence l'histoire. Elle leur dit que depuis quelque temps, elle remarque un motif mystérieux dans un livre. Elle explique qu'elle reste à la bibliothèque tous les vendredis et pour une raison quelconque, chaque vendredi, un livre est emprunté à la bibliothèque pendant la pause déjeuner, puis est rendu à la fin de la journée. C'est très déroutant car quand on emprunte un livre, on peut le garder pendant une semaine avant de le rendre à la bibliothèque. Mais pour une raison quelconque, la personne qui l'emprunte le rend toujours le même jour. Eru lui demande avec enthousiasme si elle peut jeter un coup d'œil au livre et Ibara sort le livre pour elle, qui est un très beau livre relié en cuir sur l'histoire de l'école. Eru commente que le livre a l'air joli et tout le monde est d'accord. Pendant ce temps, Otaro essaie d'ignorer tout cela et décide de continuer à lire son livre, car il veut juste récupérer les anthologies et rentrer chez lui. Eru, cependant, ne va pas laisser le garçon avoir son temps libre et continue de mettre le livre devant ses yeux tandis que Otaro la regarde comme s'il voulait la gifler. Il le regarde et dit que ce n'est peut-être pas si grave et que certains étudiants veulent le consulter pendant son temps libre. Ibara, cependant, lui dit de regarder les personnes qui empruntent le livre. Il s'avère qu'à chaque fois, c'est une personne différente qui emprunte le livre. C'est perplexe parce que pourquoi différentes personnes emprunteraient-elles le même livre chaque semaine et suivraient-elles le même schéma en l'empruntant pendant leur pause déjeuner et en le rendant à la fin de la journée? C'est en effet très intriguant et même Otaro semble très confus. Cependant, il ne veut pas dépenser d'énergie sur de telles choses et essaie de s'en sortir, mais Eru le harcèle continuellement en mettant le livre devant lui. Ibara leur dit finalement de se calmer et de ne pas faire trop de bruit dans la bibliothèque, et ils se taisent immédiatement. Ils regardent Eru avec espoir en pensant qu'elle va reculer, mais elle ne recule pas et semble vraiment déterminée à le faire l'aider à résoudre cette affaire. Otaro finit par céder, réalisant qu'il ne pourra pas se débarrasser d'elle et que ce serait un usage inefficace de son énergie. Ses yeux s'illuminent alors qu'elle devient vraiment excitée à ce sujet. Il s'assoit et commence enfin à se creuser la tête et il leur dit que ce livre n'est définitivement pas utilisé à des fins littéraires car personne ne pourrait lire un livre d'histoire aussi gros à cette époque. Il déclare que le livre est utilisé à des fins ultérieures et demande à tout le monde s'ils ont des idées lumineuses. Ibara dit que les livres, s'ils sont empilés correctement, peuvent être utilisés comme oreillers.
Satoshi affirme que si vous attachez ce livre à votre bras, il peut être utilisé comme bouclier. Otaro les regarde avec mépris, mais Eru, qui a une grande intelligence, leur dit d'arrêter de plaisanter car, évidemment, ce n'est pas à cela que les livres seront utilisés. Otaro se tourne vers elle avec anticipation, espérant une bonne idée, mais hélas, ce type est entouré d'un groupe de personnes qui ont l'intelligence collective d'un mur de briques. Elle répond que la meilleure utilisation pour un livre comme celui-ci serait de l'utiliser comme presse à cornichons, et Otaro en a assez et leur dit de la fermer pour qu'ils puissent réfléchir. Il réfléchit intensément, mais n'arrive pas à trouver d'indices sur l'utilisation du livre, si ce n'est pour la lecture. Il commence à rassembler quelques indices, le premier étant que toutes les personnes qui ont emprunté le livre étaient des filles et qu'elles appartenaient toutes à la classe 2. Il propose que cela pourrait être un signal de oui ou de non. Par exemple, si le livre est placé à la verticale, c'est un oui, et s'il est inversé, alors c'est un non. Ibara, cependant, leur dit que cela ne devrait pas être le cas et les emmène à l'endroit où elle garde les livres de tout le monde et tous sont rangés au hasard. Maintenant, Otaro n'a plus de réponse et Ibara se moque de lui parce qu'il ne peut rien imaginer, mais soudainement, la bizarre Eru commence à sentir le livre comme une folle et Ibara a peur de ses manières étranges, reculant quand soudainement Eru dit que le livre sent la peinture. Ibara essaie de le sentir, mais elle dit qu'elle ne sent rien. Cependant, Otaro a soudain une idée lumineuse et dit à Eru d'aller vérifier quelque chose pour elle, mais elle le force à l'accompagner aussi, ce qui l'agace encore une fois, mais il n'a plus l'énergie de discuter et se contente de la suivre. Il les conduit tous à la classe d'art et commande qu'il n'y a qu'un seul cours qui a lieu le vendredi où des filles de différentes sections se réunissent, et c'est le cours d'art optionnel. Il pense que chaque fille qui a emprunté le livre l'a emporté au cours d'art, mais les autres sont encore confus quant à l'utilisation du livre, mais Otaro leur dit qu'ils verront bientôt par eux-mêmes et entrent dans la salle d'art. Dès qu'ils entrent dans la classe, ils sont surpris de voir que presque toutes les peintures en cours représentent une fille avec un livre. Otaro explique que le livre a une belle couverture vintage en cuir et que sa couleur est parfaite pour être utilisée comme motif pour une œuvre d'art. Et comme aucun des étudiants ne veut transporter un livre aussi énorme avec eux, ils préfèrent simplement l'emprunter chaque vendredi et le rendre le jour même. Ibara et Eru sont toutes deux très impressionnés par les yeux fous que possède Otaro et veulent probablement qu'il ait leurs enfants. Lorsqu'ils retournent à la bibliothèque, ils commencent tous à discuter tandis que Otaro observe depuis le côté, pensant que ce n'est pas ce qu'il avait prévu de faire au lycée, car il n'est pas là pour se faire des amis et des souvenirs. Il veut juste faire le minimum de travail possible et commence donc à partir. Mais Eru le retient à nouveau et lui dit qu'ils doivent encore attendre le bibliothécaire car ils ont besoin de l'anthologie. Enfin, la bibliothécaire arrive et Satoshi se présente ainsi que les autres, tout en demandant si elle a vu l'anthologie créée par le club de littérature, mais elle répond que les anciens numéros ne sont malheureusement pas dans les rayons et qu'ils devront la trouver ailleurs. Eru est triste en entendant cela, mais Satoshi, aussi vif que toujours, lui dit qu'ils la trouveront bientôt. Et pour la journée, ils rentrent tous chez eux. Le lendemain, tôt le matin, Otaro reçoit un appel et doit se réveiller un dimanche. La plante s'avérait très roux et il lui demande ce qui était si urgent que cela ne pouvait pas attendre le lendemain, mais Eru s'excuse simplement et lui dit qu'elle veut le rencontrer aujourd'hui. Otaro essaie d'éviter cela, mais elle commence à le supplier et il ne peut pas lui dire non. Plus tard dans l'après-midi, Otaro entre dans un café et attend Eru en sirotant son café car elle est en retard. Finalement, elle arrive dans une jolie robe et s'assoit avec lui en remuant distraitement la crème dans sa tasse. Otaro la regarde et lui demande de quoi elle veut parler et elle commence à tourner autour du pot, ce qui l'agace, et il se lève simplement et lui dit qu'il partira si elle ne parle pas bientôt, mais elle l'arrête rapidement et lui dit qu'elle est nerveuse. Il lui demande pourquoi elle est nerveuse, ce qui la fait le regarder timidement, et elle répond qu'elle veut avouer quelque chose. Otaro est tellement surpris que son esprit devient vide et il reste simplement silencieux et l'écoute, son cœur battant fort, pensant qu'il s'agit d'une déclaration d'amour. Eru tournait autour du pot jusqu'à ce qu'elle finisse par lâcher qu'elle voulait son aide pour résoudre un de ses mystères. Otaro la regarde d'un air vide alors que la vérité s'installe lentement. Il a été époustouflé par Dieu et elle veut juste son aide pour un autre mystère. Elle lui dit qu'elle avait un oncle connu sous le nom de Siki qui étudiait dans leur école il y a 45 ans et qu'il était même président du club de littérature classique. Il y a 7 ans, son oncle est parti en Inde pour un voyage, mais ensuite tout contact avec lui a cessé, car il a été porté disparu. Il y a eu plusieurs enquêtes, mais aucune trace de lui n'a jamais été trouvée. Elle lui dit qu'elle et son oncle étaient très proches quand elle était jeune et qu'il passait toujours du temps avec elle. Waouh, effrayant. Cependant, elle garde de très bons souvenirs de lui car c'était une bonne personne et elle l'emmenait jouer dans les parcs. C'était aussi un individu très intelligent qui avait des réponses à tout. Selon elle, elle pouvait lui poser n'importe quelle question et il lui répondait toujours, apaisant sa curiosité et lui apportant plus de connaissances sur le monde. Elle dit à Otaro
D'une certaine manière, il ressemble aussi à son oncle, ce qui est très étrange, mais ses raisons sont qu'il est capable, tout comme son oncle, de résoudre chaque mystère qui se présente à lui et a une réponse pour presque tout. Elle en vient alors au fait. Elle révèle qu'un beau jour, elle jouait dans sa maison quand elle a posé une question à son oncle, mais cette fois, au lieu d'une réponse solide avec un rire chaleureux, elle se souvient avoir entendu quelque chose de vraiment tendu et triste, à tel point qu'elle a commencé à pleurer à chaudes larmes et à pleurer sans arrêt. Ce qui était surprenant, c'est que même son oncle semblait si bouleversé par cela qu'il n'a même pas essayé de la consoler, mais est resté assis là, impassible. Finalement, sa mère est venue et l'a ramenée dans sa chambre où elle a fini par s'endormir après s'être épuisée à force de pleurer. Hotaru l'écoute solennellement et elle lui dit que le problème, c'est qu'elle ne se souvient pas de ce que son oncle lui a dit, ni de la question qu'elle lui a posée. Selon elle, toute l'épreuve a été si perturbante pour son jeune esprit qu'elle a fini par l'effacer complètement de sa mémoire et n'en a aucun souvenir. Elle regarde Hotaru et commence à le supplier de l'aider, mais avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase, il refuse. Hotaru réalise que c'est une partie très importante de son enfance et il y a de fortes chances que toute sa vision de la vie change si elle se souvient exactement de ce que son oncle a dit. Il ne veut pas assumer la responsabilité de quelqu'un, surtout si cela peut changer toute sa personnalité. Il lui dit qu'elle peut se renseigner elle-même et qu'elle a plus d'amis qu'elle peut recruter pour l'aider. Elle le regarde avec des yeux remplis de chagrin et répond qu'elle a essayé de découvrir cela par elle-même. Elle est passée par la salle des professeurs en demandant à chaque enseignant au sujet de son oncle, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'était à l'école depuis assez longtemps pour le connaître. Elle ajoute également qu'elle n'est pas une personne qui irait bavarder sur son passé à n'importe qui, car elle est très sensible à ce sujet et ne veut pas que les gens le sachent. Elle ne lui a demandé que parce qu'elle pense qu'il est très semblable à son oncle et peut penser comme lui. Il lui dit qu'elle a 3 ans à passer dans ce lycée, ce qui est suffisant pour se souvenir de quelque chose comme ça par elle-même. Mais elle répond qu'elle veut se souvenir de ce que son oncle a dit avant ses funérailles. Il n'y a eu aucune nouvelle de son oncle depuis 7 ans, et maintenant on le propose comme mort, et ses funérailles auront lieu bientôt. Elle veut se souvenir de ce qu'il lui a dit lorsqu'elle lui fait ses adieux. Elle commence alors à baisser les yeux pour essayer de contrôler ses larmes. Hotaru la regarde et a l'impression qu'elle est juste une petite fille qui cherche sans but dans le sable pour retrouver un jouet qu'elle a perdu. Il finit par lui dire qu'il va l'aider, mais qu'il ne prendra aucune responsabilité pour sa santé mentale. Elle le regarde avec des yeux pétillants et lui dit qu'elle est d'accord et le remercie. Des jours ont passé depuis cet incident et le moment des examens de mi-semestre est arrivé. Pendant les examens de mi-semestre, toutes les activités de club cessent pour que les étudiants puissent se concentrer sur leurs examens. Naturellement, le club de littérature a également été fermé pour le moment, ce qui signifie que Hotaru voit rarement Eru et passe généralement son temps uniquement avec Satoshi, qui est dans sa classe. Ces journées se passent à simplement étudier pour les examens, aller à l'école, puis à nouveau étudier pour les examens jusqu'à ce que les examens finaux soient également terminés. Il rentre chez lui et s'allonge sur son lit, enfin détendu maintenant que les examens sont terminés. Il regarde distraitement sa table d'études et aperçoit une lettre de sa sœur. Il l'ouvre et lit le contenu qui indique qu'elle est à Istanbul en ce moment. Pas dans la ville, mais à l'intérieur de l'ambassade japonaise parce que quelque chose s'est mal passé avec son passeport. Elle demande des nouvelles de Hotaru dans la lettre, s'il apprécie le club de littérature et s'il y a d'autres membres à part lui dans le club. Elle mentionne également que le festival de l'école doit bientôt arriver et qu'il devrait créer une anthologie pour l'occasion, comme c'est la tradition du club de littérature depuis sa création. Elle lui donne aussi une information très importante dans la ligne suivante, qui a résolu beaucoup de problèmes liés à la création d'une anthologie. Elle lui dit que les copies de l'anthologie de l'année précédente ne se trouvent ni à la bibliothèque ni même dans les rayonnages. Elles sont toutes conservées dans un coffre à verrouillage chimique qui se trouve dans la salle du club. Elle ajoute également qu'il n'est pas verrouillé, donc ils peuvent simplement l'ouvrir et les trouver. Hotaru est soulagé par cela, car maintenant ils n'auront pas à chercher partout les anthologies de l'année précédente. Le lendemain, ils se retrouvent tous dans la salle du club. Et d'ailleurs, apparemment Ibara est aussi membre du club de littérature maintenant. Hotaru va avoir plein de filles. Il les informe de la lettre et la leur montre, et même eux sont contents. Mais ensuite, ils regardent autour d'eux et découvrent qu'il n'y a pas de foutu coffre-fort dans leur salle de club. Ils commencent tous à réfléchir à ce qui a pu se passer, mais Hotaru leur dit calmement de se détendre, car c'est simplement parce qu'à chaque début de nouvelle session, les salles de classe où se tiennent les clubs changent. Ils se lèvent rapidement et décident de se rendre à la salle des professeurs pour se renseigner sur les salles de classe de l'année précédente où les clubs se tenaient. Mais Hotaru les arrête et leur dit qu'il a déjà demandé autour de lui et que l'année dernière, le laboratoire de biologie était utilisé comme base d'opération du club de littérature. Les deux filles semblent impressionnées par sa rapidité et elles commencent à sortir de la pièce pour voir le laboratoire de biologie, tandis que Hotaru s'assoit joyeusement pour lire son livre, pensant qu'elles l'ont enfin oublié. Mais bien sûr, Eru revient et l'entraîne avec elle. Hotaru ouvre la marche, mais lorsqu'il s'approche de la salle de biologie, il remarque 2 petites boîtes fixées de chaque côté du couloir, éveillant sa suspicion. Les 2 filles ne semblent pas avoir remarqué cette chose alors qu'elles avancent, frappant à la porte et appelant.
L'une d'elles essaie la porte, mais se rend compte qu'elle est fermée, alors elles attendent dehors, quand soudain un seigneur aux cheveux longs sort de la porte, leur souriant avec gêne et essayant de couvrir la porte ouverte avec son corps. Il leur dit que le laboratoire est actuellement occupé par le club de journalisme, mais qu'il est seul ici aujourd'hui car aucun des autres membres n'est venu. Otaro remarque qu'il y a une très forte odeur de désodorisant qui émane de son corps alors qu'il demande aux filles pourquoi elles sont là. Eru répond qu'elle est la présidente du club de littérature et qu'elle voulait récupérer le coffre-fort de la pièce qui contient leurs anthologies. Le seigneur semble sursauter à la mention d'un casier et leur dit qu'il n'a vu aucun casier de ce type dans la pièce. Ils lui disent qu'il doit être quelque part à l'intérieur car cette pièce était occupée par le club de littérature l'année dernière. Mais le seigneur leur dit à nouveau fermement que le casier n'est pas à l'intérieur. Et à ce moment-là, Otaro décide qu'il devrait partir et fait ses adieux au seigneur tout en commençant à reculer, mais Ibara et Eru persistent, demandant au seigneur de jeter un coup d'œil à l'intérieur, sinon ils devront chercher dans toute l'école les anciens numéros. Dès que Otaro entend parler de devoir chercher dans toute l'école les livres, il revient, car il n'est pas question qu'il se donne autant de mal et dépense autant d'énergie, alors il reste. Ibara s'approche du visage du seigneur et lui dit que techniquement c'est toujours une salle de classe et qu'ils ont le droit de jeter un coup d'œil à l'intérieur s'ils le souhaitent. Le seigneur réfléchit un moment, puis leur dit sournoisement qu'ils peuvent regarder à l'intérieur, mais qu'ils doivent faire vite et ne rien démonter pendant qu'ils travaillent. Il ouvre la porte et ils entrent tous dans la pièce. La première chose que Otaro remarque, c'est que la table est jonchée de papier et qu'il y a aussi un appareil radio sur la table. La fenêtre était ouverte et le ventilateur soufflait également vers la fenêtre. Le seigneur a l'air très mal à l'aise tandis que les autres regardent autour de la zone. Finalement, Eru revient en disant qu'elle n'a pas pu trouver le coffre-fort et qu'il pourrait ne pas être ici, ce qui semble apporter un certain soulagement au seigneur. Mais Otaro l'arrête et demande au seigneur s'ils ont déplacé des affaires quelque part, ce à quoi il répond qu'ils ont effectivement déplacé un tas de cartons ici et là. Otaro lui dit rapidement qu'ils devront fouiller toute la pièce, car il y a tellement de désordre qu'ils ne savent pas vraiment où les choses pourraient être cachées. Le seigneur devient immédiatement très agité et lui dit qu'il n'a pas assez de temps pour toutes ces conneries. Mais Otaro lui dit immédiatement qu'il n'aura rien à faire, mais il commence à transpirer et lui dit qu'il ne veut pas qu'on dérange ses affaires, car il est vraiment occupé. Otaro lui dit qu'ils remettront tout à sa place, mais le seigneur devient encore plus agité et lui dit de se taire et de sortir de sa salle de club en respirant lourdement. Les filles semblent un peu effrayées, mais Otaro reste là, défiant, et lui dit que s'il le veut ainsi, alors il partira et fera en sorte qu'un des membres du personnel fouille toute la pièce de fond en comble pour leur livre. Cela effraie terriblement le seigneur, et il commence immédiatement à transpirer et à trembler de colère et de peur. Il regarde droit dans les yeux du seigneur et lui dit qu'il a une course à faire à la bibliothèque et qu'il reviendra bientôt. Il dit au seigneur qu'il n'a aucun intérêt pour autre chose que les anthologies et que s'il les trouve pendant son absence, il devrait les laisser dans la salle de classe du club de littérature. Le seigneur semble bouillir de rage, mais il ravale sa colère et lui dit que s'il le trouve, il les informera. Il sort, emmène les filles avec lui et leur dit d'attendre un peu avec lui devant la bibliothèque. Après un moment, ils retournent dans leur salle de club et, à leur surprise, les anciens numéros de l'anthologie sont déjà soigneusement empilés sur leur table. Ibara et Eru commencent à parcourir les volumes un par un quand Ibara regarde Otaro et lui demande comment il savait que le seigneur avait les livres. Il l'emmène dans un coin et lui dit que ce qu'il va lui dire doit rester secret. Il lui dit ensuite qu'il a remarqué les capteurs infrarouges dans le couloir que le seigneur avait installés et a immédiatement été suspicieux de quelque chose. Quand il a ouvert la porte, il essayait de cacher quelque chose, car il portait un parfum très fort qui venait d'être appliqué. De plus, quand tu regardes à l'intérieur, il avait les fenêtres ouvertes et le ventilateur en marche, dirigé vers la fenêtre, même s'il y avait un tas de papier par terre qui pouvait très facilement s'envoler à cause du ventilateur. Alors pourquoi ferait-il ça? Cela frappe soudainement Ibara et elle dit « Cigarette ». Otaro hoche la tête, disant que le seigneur fumait à l'intérieur de la pièce et qu'il a un dispositif radio qui l'alerte dès que quelqu'un traverse le couloir pour s'approcher de sa chambre. Il vient d'une famille très prestigieuse, donc s'il était surpris en train de fumer sur le campus de l'école, ce serait une infraction très grave aux règles et il ne peut pas risquer de faire honte au nom de sa famille. Otaro affirme que le seigneur a dû garder les cigarettes et le briquet à l'intérieur du coffre-fort verrouillé et les cacher pour que personne ne puisse les trouver, et c'est pourquoi il n'était pas disposé à leur montrer l'emplacement du coffre. Ibara le regarde avec admiration, car elle n'aurait jamais deviné qu'il était si perspicace. Mais ils sont interrompus par le gars avec un charme irrésistible, Satoshi, qui entre dans la pièce habillé comme un tournesol. Ibara l'informe des anciens numéros qu'ils ont trouvés et les montre, tandis que Otaro tourne son attention vers Eru, qui regarde très sérieusement l'un des numéros. Elle le regarde, l'emmène à l'écart et lui montre le numéro qui s'appelait Hyuka.
Elle lui se réjouissait et que c'était la chose dont elle avait parlé avec son oncle. C'est à ce moment-là qu'il a dit quelque chose qui l'a fait pleurer. Elle lui remet le numéro en disant que le numéro contient le nom de son oncle à plusieurs reprises. Elle lui dit que quelque chose s'est passé il y a 45 ans dans le club de littérature, et Hotaru commence à lire ce que le numéro disait. Il indiquait qu'il s'est écoulé 1 an depuis que Siki a quitté le lycée, non seulement en tant que héros, mais aussi en tant que légende et véritable inspiration pour eux tous, car il a tout sacrifié pour le bien commun et sera toujours rappelé dans l'histoire de l'école. Elle se prend la tête, disant qu'elle est si proche de savoir ce qu'il a dit, mais cela ne lui vient tout simplement pas à l'esprit. Hotaru regarde le numéro de ce recueil, et il s'avère que c'est le 2e numéro. Alors il se tourne vers Ibara pour trouver le 1er numéro, mais elle le regarde choquée et dit que le numéro 1 manque dans la pile. Eru semble triste que le numéro 1 manque, mais il décide de rentrer pour la journée. Et sur le chemin du retour, Hotaru demande à Eru pourquoi elle ne demande pas l'aide de Satoshi et Ibara. Elle répond qu'elle ne veut pas que beaucoup de gens le sachent, mais ensuite Hotaru lui demande si elle les considère comme ses amis, et Eru s'arrête immédiatement au milieu et lui dit qu'elle leur révélera son problème demain. Le lendemain, elle explique tout à Satoshi et Ibara, et tous deux sont très solidaires, faisant de l'objectif principal du club de découvrir ce qui s'est passé il y a 45 ans. Le dimanche suivant, ils décident tous de se rendre chez Eru avec un tas de théories et d'hypothèses sur ce qui aurait pu se passer il y a 45 ans. Hotaru, aussi peu énergique que d'habitude, attend l'arrivée de Satoshi, et soudain il entend la voix excentrique de Satoshi venant de loin, pédalant vers lui. Il manque de peu de rentrer dans Hotaru, qui a des doutes sur sa sexualité, mais dit à Satoshi qu'il ne penche pas de ce côté-là et qu'il est aussi droit qu'un bretzel. Ils commencent tous les deux à pédaler vers la campagne, loin de l'agitation de la ville, et Hotaru demande à Satoshi s'il aime sa vie au lycée, toujours si énergique et heureux. Satoshi ralentit et lui dit que, bien sûr, il a sa part de problèmes, mais il aime être aussi optimiste que possible et essaie de trouver le bonheur dans chaque situation. Hotaru réfléchit à lui-même et à quel point il est l'opposé de Satoshi à cet égard. Il vit sa vie en nuances de gris, pas de ce genre le bande d'idiots. Il aime juste que sa vie soit très monotone et n'aime pas beaucoup interagir avec les gens. Après avoir pédalé pendant un bon moment, ils arrivent à la résidence d'Eru, qui est immense, c'est le moins qu'on puisse dire. La maison est assez grande pour contenir mes insécurités, mais pas assez grande pour contenir mon amour pour vous, beaux idiots qui êtes abonnés à la chaîne. Ils entrent dans la maison en espérant qu'une mignonne domestique les accueillerait. Mais à la place, ils trouvent Teru qui les escorte à l'intérieur. Ils traversent une série de pièces qui semblent très anciennes et préservées dans le temps. Ils atteignent la pièce où Ibara est déjà assis par terre près de la table. Vive le gang du sol. Ils s'assoient tous près de la table et enfin Eru commence officiellement la réunion. Elle dit que chacun d'eux exposera ses théories une par une, tandis que les autres décideront si cela semble probable ou non. Eru commence en premier. Elle a créé un tas de notes et passe une feuille à chacun. Elle commence à parler et sa théorie est qu'il y a 45 ans, lors du festival, un groupe de voyous a dû s'infiltrer dans le festival, commencer à harceler les étudiants et même commencer à prendre de l'argent des stands que les étudiants avaient dû préparer. Puis Seki, le président du club de littérature, s'est opposé à leur injustice et a obtenu le soutien des étudiants et avec leur aide, il a fini par repousser les voyous. Pendant que toute cette agitation se déroulait, il a dû frapper un des punks, ce qui a été vu par un enseignant. Et parce qu'il était violent, il a été expulsé de l'école. Elle termine et attend avec impatience le jugement de ses amis, qui lui disent tous qu'ils ne pensent pas que cela soit très probable. Il y a 2 raisons principales à cela. Tout d'abord, la culture punk est devenue célèbre il y a 40 ans, alors que l'événement dont nous parlons remonte à 45 ans. Deuxièmement, l'école a strictement interdit tout type de stand qui prend de l'argent pour fournir un service, car cela rend les étudiants très centrés sur l'argent. Au lieu de créer de l'art, ils commencent à créer des plans pour gagner de l'argent. Donc, s'il n'y a pas de stands qui ont de l'argent, comment vont-ils infiltrer le festival pour obtenir de l'argent de force? Eru se rassoit et dit que leurs arguments sont sensés. Satoshi, le roi du charme, s'affale sur le tapis, demandant s'ils peuvent s'asseoir dehors, car ses jambes s'endorment et il fait trop beau pour rester à l'intérieur. Eru leur dit qu'ils peuvent s'asseoir près de la véranda, qui donne sur l'étang, et Ibara et Satoshi acceptent avec enthousiasme. Ils se repositionnent, et la personne suivante, Ibara, commence à parler. Elle théorise qu'il y a 45 ans, l'école dans son ensemble devait se battre contre le gouvernement, car ils essayaient de prendre le contrôle des écoles pour imposer leur propagande aux jeunes esprits des élèves, afin de créer une base électorale loyale. Cela, cependant, a dû échouer lorsque l'école, y compris les enseignants et les élèves, s'est unie et a commencé à repousser leur propagande, ce qui a dû entraîner une série de grèves et de manifestations. Parmi tout cela, Seki doit être un véritable leader de ces manifestations, et s'il a attiré l'attention du gouvernement, ils ont dû exercer leur pouvoir pour le faire expulser de l'école. Hotaru et Satoshi reconnaissent tous deux la théorie qu'elle a avancée, mais affirment également qu'il y a quelques incohérences.
Avant cela, cependant, Satoshi déclare qu'il a vraiment faim. Alors Eru leur dit de venir dans la cuisine et de discuter de la théorie pendant qu'elle leur prépare des onigiris. Satoshi est manifestement trop content d'avoir des onigiri faits maison par Eru, ce qui énerve Ibara. Ils s'assoient tous à table pendant qu'Eru commence à préparer de beaux onigiri, qu'ils mangent tous avec enthousiasme. Elle est du genre waifu, mais Ibara reste la meilleure fille. Satoshi explique que sa théorie est à peu près la même, mais pas tout à fait. Il explique sa théorie en distribuant un tas de pages contenant des articles de journaux et autres. Il affirme qu'il y a 45 ans, la lutte de pouvoir n'était pas entre le gouvernement et les institutions éducatives, car le gouvernement dirigeait en fait avec un régime pacifique et des temps prospères. La principale lutte de pouvoir à cette époque était entre les étudiants et les enseignants. Il devait pousser les étudiants à se concentrer davantage sur les études, tout en essayant de réduire les jours du festival, ce qui a dû mener à une lutte de pouvoir entre les étudiants et les enseignants, dans laquelle Seki a dû frapper un enseignant, ce qui a entraîné son départ du collège. Il a montré les coupures de journaux sur les manifestations, mais Otaro affirme que cela ne peut pas être ça, car les manifestations ont eu lieu en juin, mais Seki a été expulsé de l'école en octobre. Il y a un long intervalle entre les deux, donc il ne peut pas être expulsé en relation avec les manifestations. Même Satoshi s'assoit, affirmant qu'il n'a pas d'autres idées brillantes. Ils se tournent tous vers Otaro, qui devient soudain très conscient, car il n'a vraiment rien écrit de nouveau. Tout ce qu'il a noté a déjà été discuté par les autres. Ils commencent tous à le presser de parler, ce qui le perturbe et il se lève, demandant où se trouvent les toilettes. Eru lui indique le chemin et il s'en va. En chemin, il aperçoit une pièce qui s'avère être la chambre d'Eru. Il jette un coup d'œil à l'intérieur et voit qu'elle a travaillé dur à accumuler toutes ses théories, ce qui le fait se sentir mal pour son manque d'efforts. Il entre dans la salle de bain, décide qu'il va aussi commencer à faire des efforts sérieux et commence à se creuser la tête pour trouver une théorie qui pourrait résoudre ce mystère. Finalement, après quelques minutes, il arrive à une théorie et sort des toilettes. Il s'assoit et leur dit qu'il a peut-être trouvé quelque chose et ils écoutent tous avec impatience. Il révèle que ce mystère comporte plusieurs éléments en mouvement. Tout d'abord, nous savons qu'un incident s'est produit en juin, mais ensuite Seki a quitté l'école en octobre, donc il y a plusieurs mois entre les deux. Deuxièmement, l'incident s'est produit à l'intérieur du lycée, et nous savons également qu'il y avait deux factions qui s'opposaient. Grâce au bulletin mensuel, nous apprenons que les factions rivales étaient les élèves et les enseignants. Et selon lui, c'était parce que les enseignants prenaient le pouvoir de décision aux élèves et leur refusaient quelque chose qu'ils voulaient vraiment. Maintenant, si vous y réfléchissez bien, il y a très peu de choses que tous les élèves pourraient vouloir collectivement dans leur lycée, et c'est le festival de l'école qui donne aux élèves l'autonomie de s'exprimer et d'être suffisamment créatifs en prenant le commandement de la situation et en créant quelque chose de nouveau chaque année. Cela devait être le point de discorde. Nous savons aussi qu'auparavant, les festivals duraient 5 jours, mais maintenant ils ne durent que 3 jours, ce qui signifie que quelque chose s'est passé à ce moment-là qui a conduit à cela. Sa théorie est que les enseignants voulaient réduire le nombre de jours du festival, mais les élèves n'étaient pas prêts à céder. Ils ont organisé une série de manifestations et il devait y avoir beaucoup de mécontentement général, mais finalement, ils ont conclu un accord avec les enseignants et ont pu organiser le festival comme ils le voulaient. Ce qui devait être l'un des précurseurs de ces événements, ce qui l'aurait amené à être sous les feux de la rampe la plupart du temps et à être remarqué par les enseignants. Pour éviter toute autre révolte plus tard, le corps enseignant a dû décider de se débarrasser de lui, mais il ne pouvait pas le renvoyer immédiatement parce qu'il était considéré comme un héros par les autres étudiants, et s'il le renvoyait, cela pourrait provoquer beaucoup de discours en raison de son départ, causant d'autres problèmes. Ils ont donc décidé de patienter et d'attendre quelques mois que les choses se calment, et une fois que tout s'est tassé, ils ont fini par le renvoyer pour des raisons non liées. Il a dû partir comme un héros, et c'est pourquoi le numéro 2 l'a qualifié de légende quand il est parti. Il a finalement cessé de parler et a regardé les autres qui étaient impressionnés par sa déduction. Eru sourit tristement et baissa les yeux, disant qu'elle sait enfin ce qui est arrivé à son oncle, et Ibara et Satoshi affirment également qu'ils n'ont aucune objection à l'histoire car elle semblait infaillible. Eru, cependant, ne semblait toujours pas très satisfaite du résultat et demanda que s'il avait quitté l'école fièrement comme une légende, pourquoi avait-elle pleuré quand il lui en avait parlé quand elle était jeune? Otaro, cependant, n'avait pas de réponse à cela, et Eru secoua rapidement la tête et le remercia pour son aide, car le mystère était enfin résolu. Ils se préparent à partir et Eru prête son parapluie à Otaro, car il a déjà commencé à pleuvoir. Le roi du charme absolu est évidemment toujours préparé et a apporté son propre imperméable, et après s'être dit au revoir, ils quittent tous les deux sa maison. En rentrant chez eux, Satoshi commence à parler de la façon dont, après très longtemps, Otaro semble s'investir dans quelque chose et y met réellement des efforts actifs.
Hotaru ne répond pas à cela, mais ensuite Satoshi demande « C'était parce que tu aimes Eru ?» Il le regarde et dit qu'il n'y a rien de tel, qu'il est juste fatigué de vivre une vie grise et qu'il veut commencer à vivre sa vie avec un peu plus de couleur. Il dit à Satoshi que quand il les regarde tous les trois, il se sent agité et veut faire quelque chose aussi. Peut-être qu'il est juste envieux de leur vie rose comparée à la sienne, grise. Satoshi ne sait pas quoi dire et il remonte silencieusement sur leur vélo et commence à pédaler. Il rentre chez lui et réfléchit profondément aux conversations qu'il a eues aujourd'hui. Il se souvient de la première fois où il a vu Eru et du temps passé avec elle, réalisant qu'à ces moments-là, le monde n'était plus gris pour lui et tout autour de lui s'est rempli de couleurs. C'était chaleureux et agréable. Il se demande si la vie est la même pour Seki aussi, mais avant qu'il ne puisse y réfléchir beaucoup, il reçoit un appel téléphonique et se précipite pour répondre. L'appel vient de sa sœur qui lui dit qu'elle a déménagé dans un nouveau pays maintenant et qu'elle s'amuse beaucoup ici. Elle lui raconte ses mésaventures jusqu'à présent, puis lui demande ce qu'il devient. Hotaru répond qu'il a travaillé activement à la création de l'anthologie, puis lui dit qu'il a lu Hyuka. Ce nom attire immédiatement son attention et elle dit que Hyuka était l'un de ses favoris personnels et demande si la tragédie du héros bienveillant, Saeki, circule toujours. Ce mot attire son attention car jusqu'à présent, autant qu'il le savait, Saeki avait quitté l'école en tant que légende et était content de ce qu'il avait fait. Mais le mot tragédie ne conviendrait pas ici. Hotaru demande rapidement à sa sœur d'élaborer un peu plus, mais elle dit qu'elle doit partir et coupe la communication. Il retourne dans sa chambre et étale à nouveau les papiers, réalisant que l'histoire qu'il a et la théorie qu'il a créée sont incomplètes. Il y a certainement une autre partie, car selon l'histoire, il aurait quitté l'école avec un sourire sur le visage et l'amour de chaque élève et ne devrait avoir aucun regret. Mais pour que ce soit une tragédie, il manque une partie importante. Il réfléchit davantage et réalise que pour la plupart des gens, le lycée est les années les plus intensément heureuses de leur vie, quand ils peuvent vivre leur vie en rose au maximum. Mais pour Saeki, sa vie en rose a été brusquement interrompue, et il a dû retourner à une vie grise après avoir quitté l'école. Une personne comme ça peut-elle être vraiment heureuse? Il réalise que ce n'est pas un conte héroïque comme il le pensait, mais qu'il cache quelque chose de bien plus sombre sous la façade rose. Le lendemain, il appelle Ibara, Eru et Satoshi dans la salle du club pour une réunion. Il entre dans la salle du club et les trouve déjà assis, et quand Ibara lui demande pourquoi il les a convoqués aujourd'hui, il répond qu'il y a une partie de l'histoire qui ne s'est pas encore révélée et qui est entourée de mystères. Eru le regarde avec des yeux pétillants et lui dit qu'elle aussi a l'impression qu'il manque quelque chose à l'histoire. Et Hotaru lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils pourront combler les lacunes aujourd'hui et enfin connaître toute l'histoire. Ibara demande quelles sont les lacunes dont il parle et Satoshi lui demande si sa théorie est fausse. Hotaru répond qu'il ne pense pas que son histoire soit fausse, mais qu'il y a certainement des nuances qui l'ont poussé dans la mauvaise direction. Il affirme qu'il devrait enquêter davantage sur l'avant-propos de Yuka, qui utilise le mot sacrifice. Il affirme que le sacrifice peut être utilisé de manière fière, mais aussi de manière vraiment triste, et qu'ils doivent comprendre ce que le sacrifice implique ici. Satoshi le regarde et lui dit qu'il serait impossible de simplement comprendre dans quel sens le mot a été écrit ici, et s'ils veulent en être sûrs, ils devront trouver l'auteur original. Hotaru le regarde et lui dit que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Satoshi le regarde avec surprise et lui demande s'il sait qui est l'auteur. Il leur dit qu'il a fait quelques recherches et a découvert le nom de l'auteur. Il tend un papier à Ibara et lui demande si le nom lui dit quelque chose. Ses yeux s'écarquillent en le regardant et elle dit que l'auteur de Hyuka n'est autre que le bibliothécaire. Satoshi demande s'il est sûr que c'est le bibliothécaire car beaucoup de gens peuvent avoir le même nom. Mais il répond qu'il a fait le calcul et que son âge correspond à la chronologie. Et quand il a demandé autour de lui, il a découvert qu'elle avait 45 ans et qu'elle était aussi dans le club de littérature classique. Il leur dit alors de se dépêcher, car il a obtenu un rendez-vous avec elle pour parler et elle devrait être prête bientôt. Ils rassemblent rapidement leurs affaires, sortent de la pièce et se dirigent vers la bibliothèque. Ils entrent tous dans la bibliothèque pour trouver la bibliothécaire qui remet encore les livres en place. Elle leur sourit et leur dit qu'elle a encore un peu de travail, et si cela leur convient de lui parler pendant qu'elle travaille pour le moment. Ibara se précipite et commence à l'aider avec les livres, tandis que Hotaru aborde la préface de Hyuka et lui demande si c'est elle qui l'a écrite. Elle regarde et répond qu'elle est bien celle qui l'a écrite, puis dit qu'elle pense qu'ils sont tous là pour demander ce qui s'est passé il y a 45 ans. Elle leur demande pourquoi ils s'intéressent aux événements qui se sont déroulés il y a un demi-siècle et pourquoi ils voudraient en savoir plus sur une période si sombre. Eru répond que Saeki était son oncle et elle veut savoir ce qui lui est arrivé toutes ces années auparavant. Elle demande à Eru si Saeki va bien, à quoi elle répond qu'il a disparu en Inde et qu'il n'y a eu aucune nouvelle de lui depuis 7 ans. Ils la regardent tous et lui demandent d'élaborer sur les événements qui se sont produits il y a 45 ans et de leur dire si la théorie de Hotaru était correcte. Elle les regarde et demande de quelle théorie il parle, à quoi ils répondent qu'il a créé une hypothèse sur ce qui aurait pu se passer menant à son expulsion.
Elle s'y intéresse et leur dit de la retrouver dans son bureau. Une fois installée, elle prend les notes qu'Otaro a créées et les lit attentivement. Elle lui demande d'un ton surpris s'il a créé toute cette théorie uniquement sur la base de l'anthologie et lui dit qu'on dirait qu'il était là quand tout s'est passé, et c'est presque parfait. Cependant, Otaro lui dit qu'il pense qu'une partie de la théorie est incomplète. Et il aimerait savoir si Saiki a accepté l'expulsion au nom de tous les élèves et si l'école l'a fait volontairement ou s'il y a quelque chose de plus dans tout cela. Elle baisse les yeux tristement et lui dit qu'il a raison et qu'une partie de l'histoire manque. Elle se souvient de l'incident quand elle était beaucoup plus jeune et venait juste de rejoindre le lycée. Les festivals scolaires étaient très importants à l'époque et toute la ville était remplie d'élèves qui voulaient assister ou participer à l'une des festivités. L'atmosphère était électrique et le festival scolaire était essentiellement l'une des choses les plus importantes pour n'importe quel élève de cette époque. Selon elle, cependant, l'année où elle s'est inscrite au lycée, le festival de l'école est allé un peu trop loin et il y a eu des affrontements entre les élèves, ce qui a poussé le principal à lâcher une bombe sur les élèves en décidant que le festival de l'école devait être réduit de 5 jours à 2 jours, avec beaucoup de restrictions imposées aux élèves. Toute l'école s'est révoltée. Il y avait des rassemblements et des banderoles, au point que cela devienne un véritable mouvement où les élèves essayaient de s'imposer à l'école et de faire valoir leur volonté auprès du principal. Ce mouvement avait besoin d'un visage derrière lequel les gens pouvaient se rallier, mais il était certain que le leader du mouvement serait sévèrement réprimandé une fois que tout cela serait terminé. La personne qui a réellement dirigé le mouvement a fini par cacher son identité, ce qui a plus ou moins forcé Saiki à prendre le crédit du mouvement et à en subir les conséquences. Selon elle, Saiki était un individu calme qui détestait tout type de conflit, donc il n'était pas vraiment capable de riposter. La protestation est devenue de plus en plus grande, au point où le corps enseignant a été contraint de rétablir le festival de 5 jours au lieu d'en faire une épreuve de 2 jours. Cette nuit-là, les étudiants ont brûlé leurs banderoles et affiches dans un grand feu de joie à l'intérieur de l'école pour célébrer. Mais cela a rapidement dégénéré et l'un des anciens bâtiments de l'école a été réduit en cendres. Il a fallu toute la nuit aux pompiers pour éteindre le feu. Le lendemain, les enseignants avaient besoin de faire un exemple, et qui de mieux que le visage du mouvement. Ils ont fini par expulser Seki de l'école et pas un seul élève n'est venu à sa défense. Tout le monde est resté silencieux et a laissé Seki être offert en sacrifice. Il n'y avait rien d'héroïque là-dedans. Ils ont tous regardé l'un de leurs camarades être sacrifié sous leurs yeux tandis qu'ils criaient à l'aide, mais tout le monde a fait la sourde oreille. Elle les regarde et leur dit que c'est toute l'histoire et leur demande s'ils ont d'autres questions. Eru se lève et demande le nom du numéro 2, Hyuka. Elle répond que Hyuka est le nom choisi par Seki lui-même et qu'elle n'a aucune idée de pourquoi il a choisi ce nom. Soudain, Otaro se met à soupirer. Il baisse les yeux vers le sol et leur demande comment ils n'ont pas pu voir ce que cela signifiait. Ils le regardent tous avec anticipation, voulant savoir ce que cela signifie réellement. Il répond que le mot Hyuka n'est rien d'autre qu'un jeu de mots idiot. Tout le monde le regarde surpris, mais lentement, le bibliothécaire comprend, et même Ibara et Satoshi semblent réaliser ce que c'était, mais Eru semble tout aussi perplexe qu'avant. Elle lui demande ce qu'il veut dire exactement, et Hotaro le lui explique clairement et l'écrit sur un morceau de papier qu'elle lit, et ses yeux se remplissent de larmes. Yuka, lorsqu'il est directement traduit en anglais, signifie glace. Il a intentionnellement nommé le numéro Yuka parce qu'il voulait cacher ses véritables sentiments sur toute l'affaire dans le livre. Il a écrit Yuka comme un jeu de mots sur glace car ce qu'il voulait vraiment dire était « je crie ». Il voulait crier que ce n'était pas lui qui menait la protestation. Il voulait crier qu'il était innocent. Il voulait crier sur les autres étudiants pour ne pas l'avoir aidé. Elle lui dit que maintenant, elle se souvient pourquoi elle a commencé à pleurer. Elle pleurait parce qu'il lui avait dit que parfois vos amis vous tourneront le dos. Même quand vous criez à l'aide, ils vous regarderont simplement vous faire dévorer vivant et tout ce que vous pouvez faire, c'est crier. L'idée d'être dévorée vivante l'effrayait profondément et elle a commencé à pleurer à cause de cela. Elle regarde ensuite Otaro et le remercie d'avoir résolu ce mystère pour elle car maintenant elle peut enfin laisser partir son oncle et être en paix avec elle-même. Le lendemain, ils se sont tous retrouvés dans la salle du club et cette fois, Ibara a également créé une ébauche de l'anthologie. Elle le présente à Eru, qui l'aime beaucoup, et le remet à Hotaro, qui le parcourt et se plaint de devoir écrire toute la partie principale de l'histoire. Ibara le regarde malicieusement et répond qu'il a résolu tout le mystère, donc c'est normal qu'il écrive la partie principale de l'histoire ainsi que son trophée. Eru, comme la waifu qu'elle est, dit à Hotaro que s'il ne veut pas l'écrire, elle peut le faire pour lui. Et évidemment, il saute sur l'occasion, mais elle est arrêtée par Ibara qui lui dit qu'il l'écrira lui-même. Hotaro la regarde, agacée, mais finit par céder car elle lui dit de commencer à travailler sur le plan de l'histoire immédiatement, car ils n'ont pas beaucoup de temps, et il lui dit qu'il le fera. Plus tard dans la journée, Hotaro et Eru décident de rentrer ensemble à la maison, et en chemin, elle lui dit qu'elle a été surprise qu'il ait accepté le travail d'écrire l'article de l'anthologie.
À cela, il répond qu'il n'a pas accepté d'écrire, il a juste été forcé d'écrire par les autres et il n'a pas pu s'en sortir. Et il pensait qu'il le dédierait à Seki en hommage à lui et à la tragédie qui lui est arrivée. Il la regarde soudainement et lui demande pourquoi elle a accepté l'aide de Satoshi et Ibara alors qu'elle était tellement contre l'idée de révéler son histoire personnelle à d'autres personnes. Elle regarde le sol et répond qu'elle ne leur a parlé de son passé que parce qu'elle ne voulait pas oublier que cela comptait pour elle. Elle explique que sa mère lui a dit que bientôt, dans quelques années, ces choses lui sembleront insignifiantes, et elle rira du fait qu'elle ait jamais considéré les mots de son oncle qui l'ont fait pleurer comme si importants, qui l'ont amené à réfléchir à sa vie et à se demander si elle devait simplement abandonner toute cette affaire, car cela n'a pas d'importance pour elle. Elle a réalisé plus tard, après avoir parlé à Hotaru, qu'elle voulait se souvenir de ce moment, aussi petit soit-il. Elle voulait encore s'en souvenir de tout son cœur pour toujours. Les vacances d'été ont enfin commencé et Eru a finalement réussi à convaincre Hotaru de venir avec eux aux sources chaudes pour des vacances agréables et rafraîchissantes. Ils sont tous montés dans un bus et ont commencé à s'éloigner de la vie trépidante de la ville pour se diriger vers la campagne calme et sereine. Hotaru, le perdant sans amis, a évidemment commencé à avoir le mal des transports, car il n'a pas l'habitude de sortir. Après être descendu à un arrêt de bus, il a l'air très malade et nauséeux. Ibara lui dit de tenir bon car elle a des cousins dans cette région et ils ont une auberge où ils les laissent gracieusement séjourner en raison de travaux de maintenance et ils ne peuvent pas recevoir de clients. Ils attendent tous la camionnette qui finit par arriver et ils montent à l'intérieur. Au moment où ils atteignent l'auberge, Hotaru est à peine capable de sortir de la camionnette. Elle leur présente ses deux jeunes cousins comme Rai, l'aîné, et Kaio, le plus jeune. Ils échangent des salutations et les conduisent à leur chambre pour qu'ils puissent se rafraîchir un peu. Satoshi est aussi vif que d'habitude et montre à Hotaru la vue à l'extérieur. Et en effet, même Hotaru commente que la vue est incroyablement belle. Avant qu'il ne puisse passer plus de temps dans la chambre, cependant, Ibara les appelle pour le dîner et ils descendent. Ils dînent ensemble et après cela, il retourne dans sa chambre mais constate que Satoshi a disparu. Il réalise que Satoshi a dû partir aux sources chaudes et décide de simplement traîner dans la chambre et regarder la télé. Après un moment, cependant, il s'ennuie et décide que même lui va s'amuser aux sources chaudes, car c'est la raison pour laquelle il est venu ici. Il prend ses serviettes et sort de sa chambre où il rencontre Eru. Il lui demande où elle va et elle répond qu'elle veut aussi prendre un bain dans les sources chaudes. Ils commencent à marcher ensemble et elle remarque qu'Ibara semble vraiment heureuse ici et qu'elle est partie jouer avec ses sœurs. C'est pourquoi elle ne vient pas avec elle pour prendre un bain. Ils entrent dans leur bain séparés, où Hotaru finit par s'immerger dans les sources pour se détendre et retrouve Satoshi. Ils échangent quelques banalités, mais soudain Hotaru commence à se sentir étourdi, et Satoshi est obligé de le sortir rapidement et de le ramener dans sa chambre. Ibara et Satoshi aident à installer un matelas, puis le couchent dessus et le couvrent avec une couverture pour qu'il puisse se reposer un peu. Après un moment, Eru entre dans la pièce et lui demande s'il va bien. Hotaru répond rapidement qu'il va bien et se retourne pour parler. À ce moment-là, Eru se lève et lui dit qu'ils sont tous dans la pièce d'à côté à discuter d'histoires de fantômes, donc s'il se sent mieux plus tard et veut se joindre à eux, il est le bienvenu. Parfois plus tard, Hotaru les entend échanger des histoires, et comme il n'a rien de mieux à faire, il commence à les écouter. Il entend Ri leur raconter une légende ancienne, qui dit qu'il y a longtemps, un homme troublé est venu dans cette auberge, et a fini par prendre la chambre numéro 7 dans l'autre bâtiment comme la sienne. Il l'a payé à l'avance et il y restait tout le temps. Il ne venait pas pour les déjeuners ou les dîners et il avait dit à tout le personnel de rester à l'écart de sa chambre et de ne pas le déranger. Une nuit, les gens séjournant à l'auberge ont entendu un cri fort. Ils ont couru vers lui pour trouver une femme à genoux, horrifiés de voir l'homme vivant dans la chambre numéro 7 suspendu au bord de la corde à l'intérieur de sa chambre. Il s'avère qu'il a pris beaucoup d'argent d'une entreprise et lorsque son affaire a échoué et qu'il n'avait aucun moyen de les rembourser, il a décidé de se suicider. Ri continue que depuis cet incident, quiconque reste dans cette chambre finit par voir la silhouette d'un homme mort pendu au plafond, et une fois, un homme qui y séjournait est soudainement tombé malade et est mort sur le coup. Quand cela a dégénéré, l'aîné de leur famille a été appelé, qui a fait venir un exorciste, et a fini par effectuer des rituels pour que l'esprit maléfique monte au ciel, et un nouveau bâtiment a été créé juste en face. Maintenant, plus personne n'y va, et ce bâtiment a été laissé à l'abandon. Hotaru se lève et regarde par la fenêtre la chambre où l'homme est mort et décide de fermer les fenêtres, car il ressent des frissons. Soudain, cependant, il aperçoit une petite ombre courir à l'extérieur de l'auberge, mais n'y pense pas trop et retourne se coucher. Il se réveille le lendemain devant le plus beau spectacle imaginable, mais il n'apprécie pas la vraie beauté, alors il se rafraîchit simplement et descend prendre le petit déjeuner, mais est choqué de voir Ibara collée à Eru, l'air horrifié. Hotaru demande ce qui s'est passé, à quoi elle répond que la nuit dernière après minuit, elle s'est réveillée à cause d'un coup de vent, et quand elle s'est retournée pour fermer la fenêtre, elle a vu la silhouette d'un homme pendu au plafond dans la chambre numéro 7.
Ils s'assoient tous pour le petit déjeuner et Ri se moque d'Ibara, disant qu'elle a dû l'imaginer car ils parlent tous d'histoires effrayantes, mais elle répond qu'elle est très sûre de l'avoir vu de ses propres yeux. Maya semble très mal à l'aise avec la situation et dit à Ri que leur père lui a dit de ne raconter cette histoire à personne. Elle n'y prête cependant aucune attention. Eru se rapproche de Otaro et lui demande ce qu'il pense de la situation. Otaro répond qu'il croit qu'Ibara a dû tout imaginer, mais ensuite Eru révèle qu'elle n'a pas pu l'imaginer parce qu'elle aussi a vu la silhouette suspendue au plafond. Otaro la regarde, confus, alors elle lui dit que quand Ibara a eu peur de ce qu'elle a vu, elle l'a réveillée, et quand elle a regardé par la fenêtre, elle l'a vu aussi. Otaro semble toujours peu impressionnée et affirme qu'elle a dû la confondre avec autre chose. Cela met Ibara en colère, qui lui demande de lui dire ce qu'elle a vu à cette fenêtre, si ce n'était pas la silhouette d'un homme pendu. Cela rend évidemment Eru très curieuse et elle finit par le forcer à l'aider à tirer cela au clair. Ils retournent tous les deux dans la chambre de Otaro où il lui pose plusieurs questions sur ce qu'elle a vu. Ils décident d'aller jeter un coup d'œil dans la chambre numéro 7 et ils demandent à Maya de les y conduire. Dès qu'elle entend qu'ils veulent aller dans la chambre numéro 7, elle devient très mal à l'aise et leur dit qu'elle ne peut pas les y emmener avant de s'enfuir. Ils descendent ensuite en bas de la fenêtre et Otaro réalise qu'il a dû pleuvoir la nuit dernière. Mais avant qu'ils ne puissent enquêter davantage, Maya apparaît derrière eux et leur dit que c'est l'heure du déjeuner. Ils retournent à la salle à manger et déjeunent, et après avoir terminé, Ri apparaît vêtue d'un kimono qu'elle semble vraiment aimer. Satoshi l'emmène à part et lui dit que Maya semble vraiment aimer le kimono, mais Ri ne la laisse pas l'essayer. Otaro répond qu'il ne se soucie pas vraiment de ces choses-là quand soudain il sent que quelqu'un regarde par derrière. Il se retourne immédiatement mais ne trouve personne à la porte. Il ne semble pas avoir la moindre idée de ce qui a pu se passer, alors il décide d'aller aux sources chaudes avec Eru. Une fois dans l'eau, il retrouve Satoshi, qui lui dit nonchalamment qu'hier les tambours ont résonné tard dans la nuit et qu'il est surpris que Otaro ait dormi à travers cela. Otaro regarde immédiatement autour de lui et demande si hier était le jour du festival d'été dans cette région, et il répond oui. Enfin, il semble avoir rassemblé les pièces du puzzle. Il retourne avec Eru et lui explique que ce qu'elle a vu hier n'était pas un homme mort pendu, mais la silhouette d'un kimono en train de sécher. Elle semble surprise, mais il explique que comme Ri ne laisse pas Maya toucher à ses affaires, Maya a pris son kimono sans demander à Ri et est allée au festival la nuit dernière. L'ombre qu'il a vue la nuit dernière était-elle courant à l'extérieur de l'auberge. Il s'avère cependant que sa chance n'est pas très bonne, et il a commencé à pleuvoir, la forçant à revenir. Maintenant que le kimono était complètement trempé, elle était troublée car Maya allait forcément le remarquer tôt le lendemain matin. Alors elle est entrée dans la chambre numéro 7 en sachant que personne n'y vient et a accroché le kimono pour le faire sécher. C'est ce qu'Eru et Ibara ont vu et qui les a effrayés. Tout cela avait maintenant un sens et encore une fois, Eru était surprise par les capacités déductives de Otaro. Elle leur dit que c'était dommage que Maya ait dû faire cela juste pour porter un kimono, mais elle les voit au loin s'entraider. Elle court vers eux au coucher du soleil, heureuse qu'ils s'entraident au moins comme tous les frères et sœurs, tandis que Otaro marche lentement, redoutant les mystères que l'avenir pourrait lui réserver.